Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir quand on vous retrouve pour le compte de cette émission Politico, l'émission qui traite politique sans filtre. Comme chaque vendredi, nous revenons sur l'actualité qui a fait la une en République démocratique du Congo durant toute la semaine. Et cette semaine, elle a été riche en rebondissements sur le plan politique, sécuritaire, sur le plan local et international pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. On partira de l'inondation dans la capitale RD congolaise qui a fait des dégâts de pertes en vies humaines. On parlera aussi de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Un faux député a été arrêté. On a aussi découvert qu'on n'avait pas 500 députés, qu'on en avait en fait 513. Ça et d'autres sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine seront décryptés dans un instant avec mon invité ce soir qui est le professeur d'université Sylvain Kantolomba. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Alain. Vous allez bien? Très bien, un grand plaisir de me retrouver ici. Vous avez été candidat aux dernières élections. Comment on vous présente aujourd'hui? Vous êtes politique, professeur. Quel est le titre qui vous va? Le titre qui me va, c'est que c'est professeur. C'est ça mon titre naturel qui m'accompagnera jusque dans la tombe. Les hostilités liées aux élections étant passées, je reste un acteur de la société. Vous arrêtez avec la politique? Non, on ne l'arrêtera pas. Je suis déjà au service de la société. 2028 oui, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour 2028. Ouais. On va entrer dans le vif du sujet, ça veut dire décrypter l'actualité qui a fait la une cette semaine. J'ai oublié d'annoncer dans le sommaire que le plus grand sujet qui va nous intéresser ici, c'est de parler de la nécessité de réviser ou de changer la constitution de la République démocratique du Congo. Vous êtes professeur, et vous avez la maîtrise de la question. On va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, commençons d'abord par l'actualité. Et le samedi dernier, les Kinois se sont réveillés avec leur ville sous les eaux, les inondations. Le parti au pouvoir, l'UDPS, avec en tête son secrétaire général et président Haï, Augustin Kabouya, a estimé qu'on n'avait pas à blâmer le gouvernement parce que c'était une situation naturelle et que la responsabilité de l'État n'était pas engagée. Quelle est votre opinion sur cette question? Merci beaucoup. D'abord, je présente mes compassions aux familles qui ont été touchées. Je pense que la gouvernance publique exige une posture aux hommes d'État, une posture aux acteurs institutionnels lorsqu'il y a des événements qui arrivent. Mais ici, adopter pour une posture de justification, une posture de dédouanement de la responsabilité, nous éloigne vers la recherche de la vraie solution aux problèmes qui se posent. Parce que ce qui est arrivé lorsque nous scrutons de près dans la ville de Kinshasa, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de catastrophe. D'ailleurs, même s'il s'agirait de catastrophes, l'homme est fait pour gérer la nature. Parce que dans la gouvernance, il existe la prévision, l'anticipation sur les faits, tout ce qui peut arriver. La République démocratique du Congo ne manque pas de météorologues qui peuvent dire voici les quantités de pluie qui vont arriver. Mais ce qui est vrai, nous avons un défi urbanistique dans notre pays, surtout dans plusieurs villes. Parce qu'il faut prendre la ville de Kinshasa. Au départ, c'était une ville de combien de gens? Aujourd'hui, nous sommes en train de nager vers le 15 millions d'âmes dans la ville de Kinshasa. Et tout cela charrie un certain nombre de problèmes. Mais c'est là que justement notre gouvernance devient obsolète. Est-ce que nous nous sommes mis à jour par rapport aux nouvelles réalités que nous présente la ville de Kinshasa sur le plan urbanistique? Professeur, je sens vraiment que le professeur est en train de s'exprimer et on serait bien heureux de vous suivre jusqu'au bout de votre logique. Est-ce que vous estimez que la responsabilité de l'État est engagée dans ce qui est arrivé à Kinshasa? Si oui, que devrait faire l'État pour éviter? Parce que la pluie, on ne peut pas l'éviter. Tout à fait. La pluie relève du naturel, comme je le disais. Il revient à l'homme de se préparer comment faire face au naturel. Il n'y a pas eu de catastrophe à Kinshasa.
Concrètement, qu'est-ce que le régime Tshisekedi aurait pu faire pour éviter le drame? Le problème, c'est que nous devons nous mettre à jour par rapport à la problématique de l'urbanisation. Vous allez constater que la ville aujourd'hui charrie une certaine quantité d'eau. Est-ce que nous avons des caniveaux qui peuvent facilement supporter les débuts des pluies qui arrivent? Est-ce qu'on a des collecteurs qui vont prendre en charge les eaux qui sont déversées d'un coin à l'autre? Est-ce que le service d'urbanisation a suivi pour dire tel nouveau quartier, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de gestion d'eau? C'est là justement que la responsabilité du gouvernement est engagée. Sinon, le gouvernement devient un gouvernement réactionnaire qui ne sait rien prévoir. Mais également, il y a la responsabilité citoyenne. Parce que le citoyen également est déprouvé d'une éducation civique, notamment en termes de gestion des sachets, gestion de bouteilles. Comme vous le voyez, c'est un autre fleuve d'ailleurs, de bouteilles qui se dessinent lorsqu'il y a la pluie. Donc il y a la responsabilité du citoyen. Mais le citoyen, lui, n'est pas compliqué. Il dépend de l'attitude du gouvernement, de l'attitude des institutionnels. Si on le conditionne pour qu'il ne puisse pas recourir à ces habitudes-là, eh bien, il va s'aligner comme ça se fait dans d'autres villes. Avant de jeter quelque chose, vous regardez, hein, ailleurs, vous n'oserez pas. Et donc, je crois que la responsabilité est à plusieurs niveaux, mais il faut exclure les catastrophes. Parce qu'on a vu les grandes villes ailleurs frappées par des catastrophes et ce que ça représentait. Maintenant, cette catastrophe-là, entre guillemets, si elle osait frapper Kinshasa, eh bien, nous allons retrouver des dégâts terribles. Je prends un exemple, M. Alain. Rapidement. Oui. Vous avez sur le boulevard, il y a le zoo qui stagne et puis il y a le courant qui s'allume, hein? Oui. Oui, qui sort des étincelles. Oui. Et voilà pourquoi à Kinshasa, quand il y a la pluie, tout le monde reste à la maison. Hein? Oui. Nous avons grandi dans l'espace Katanga où on nous a appris à porter des combinaisons pour aller au travail, hein, les imperméables. Mais là, on te dit moule et bétaki. Donc, tout de suite, tout le monde sait que quand il y a la pluie, on se sent en insécurité avec le courant. Tout à l'heure, en vous présentant, j'ai dit que vous étiez candidat aux dernières élections. Et vous avez été proche de l'ancien régime. Qu'est-ce qui a été fait avant l'arrivée de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui ont géré la République avant le régime Tshisekedi pour préparer tout ce que vous nous dites là? Oui, comme je vous ai dit, c'est un défi en fait, un défi de gouvernance. Oui. Et la gouvernance s'inscrit dans le temps. Oui. Hein, s'inscrit dans une ligne où il y a ceux qui ont posé tel acte et ceux qui doivent poursuivre. Ceux qui ont précédé Tshisekedi ont-ils pas posé des bases? Je ne voudrais dédouaner personne, mais ce que je sais, pour avoir habité Kinshasa, lorsqu'il y a de pluie, le défi est toujours majeur. Même du temps de Kimbuta, lorsqu'il y avait des pluies, mais les efforts étaient visibles. Mais pour le moment, il y a une dégradation de la situation. Au lieu que l'on puisse maintenir le peu qui était là, et tout le monde sait voir que Kinshasa a changé complètement d'image. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, vous débarquez à Kitambo, ce n'est pas la même image qui était là avant 2018. Oui. Donc, il faut reconnaître qu'il y a quand même de responsabilités. Moi, en fait, je ne partage pas l'approche de dédouanement. Il faudra que les gens puissent s'assumer. Lorsque vous avez gouverné la chose publique, le peuple attend de vous de solutions et non des gestions. En une phrase, s'il faut sanctionner quelqu'un pour ce qui est arrivé, vu que vous nous affirmez qu'on ne peut pas mettre ça sur le... ce n'est pas une catastrophe naturelle qui est arrivée à Kinshasa, s'il faut sanctionner quelqu'un, ce serait qui? S'il faut sanctionner, moi je voudrais parler en termes de gouvernants, pas en termes d'individus. Chacun dans ses responsabilités. Parce que vous avez les services d'urbanisme. Professeur, forcément quelqu'un n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Oui. Alors ici, c'est qui ce quelqu'un? Vous avez d'abord le patron de la ville de Kinshasa, qui doit mettre en tête que la ville de Kinshasa, c'est la ville miroir de la République. Et qu'il doit fournir beaucoup d'efforts. Parce que vous vous rappelez que des millions ont été affectés dans un programme dit Bopeto. Mais qu'est-ce que ce Bopeto-là est devenu lorsque Dame la Pluie s'annonce pour presque la première fois avec cette envergure? D'ailleurs, le nouveau gouverneur de Kinshasa, ses premiers jours de son mandat, il a commencé par nettoyer certains coins de la ville.
Et apparemment, ça n'a servi à rien. Mais il n'a plus poursuivi, hein, le terrain. Est-ce que c'était juste pour un échauffement de fauteuil la première personne à virer, c'est le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville répond de la ville de Kinshasa. Okay. Et lui, à son niveau, il sait quels services, notamment les services d'urbanisme, les services de voirie et drainage, est-ce que pendant la période de la saison sèche, on a mis à profit cette période pour curer? Est-ce qu'on ne peut pas appeler les ingénieurs spécialistes en assainissement pour leur dire le réseau de collecte des eaux de la ville de Kinshasa est devenu obsolète? Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Voici le moyen pour que nous puissions doter Kinshasa d'un autre réseau qui puisse être capable de supporter les quantités de pluie qui peuvent venir à tout moment. Oui, on retient que vous ne dédouanez personne, ni l'ancien régime, ni l'actuel régime, et vous notez notamment la dégradation de la situation par rapport à ce qu'avait laissé l'ancien régime, et que le coupable ici, c'est le responsable de la ville, province, le gouverneur, même s'il est à peine élu, mais c'est à lui qui revient cette responsabilité. Vous estimez qu'il avait suffisamment de temps pour... Enfin, M. Alain, il y a la sagesse africaine qui dit que lorsque vous épousez une femme qui vient de notre mariage, ça ne sert à rien de vouloir vous justifier en accusant l'ex-mari. Vous l'avez épousée, assumez-vous. Nous avons besoin de vous voir, l'affaire des enfants, et la société va applaudir. Très bien. Passons à présent à un autre sujet au niveau de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une situation qui a étonné plus d'un en RDC. En scrutant le projet de la loi de finances 2025, on découvre que l'État prévoit de rémunérer 513 députés. Alors que selon la loi, tout le monde sait qu'on n'en a que 500. Comment une situation comme ça peut s'expliquer? Quand on a posé la question au niveau du bureau, c'est l'un des membres de la majorité, qui est le député Eliezer Tambwe, qui affirme que selon ce qu'il a eu comme information du bureau, les 13 parlementaires supplémentaires, ce sont en fait les anciens membres de bureau qui, au regard de la loi, doivent être pris en charge par l'État. Est-ce que cela est possible? Je pense qu'une fois de plus, nous nous sommes amenés, nous, République démocratique du Congo, à l'échelle internationale avec cette odeur-là nauséabonde, parce que ce n'est pas bon, c'est une honte pour notre République. La loi a prévu 500 députés qui proviennent de plusieurs circonscriptions. Et le gouvernement, comment le gouvernement peut-il admettre que l'Assemblée nationale, reconnue pour sa composition déjà déterminée par les textes légaux de 500, comment ils peuvent mettre dans le projet de loi de finances 513 députés? Et je crois que c'est une aberration, c'est de la mafia, c'est pratiquement un réseau. De la mafia? Oui, c'est de la mafia, c'est un réseau de détournement des deniers publics. Et je crois que c'est ici, une fois encore de plus, que nous voulons voir la hauteur de la justice pour que les responsables, à chaque niveau, au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée, puissent répondre. Parce que, M. Alain, vous savez que dans ce pays, nous avons une loi qui prend en charge le chef de corps. Oui. Hein, vous avez le président de la République, le président du Sénat, les anciens chefs de corps. Il y a une loi qui le prend déjà en charge. C'est se basant sur cette loi qui... Non, mais cette loi n'a pas dit que vous allez ajouter le nombre. Il y a une ligne de crédit ouverte à ce sujet-là, disant voici le chef de corps. Vous avez les anciens premiers ministres. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas prévu deux premiers ministres? Non, en fait, le premier ministre en fonction et les autres. Pourquoi on n'a pas dit on a 38 premiers ministres? Parce que c'est déjà pris en charge. On ne peut pas partir de 500 de cette manière miraculeuse, n'est-ce pas, pour arriver à 513. Je crois que c'est une pratique à décourager. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que le gouvernement a déjà déposé le projet de budget, le projet de la loi des finances 2025, depuis le 16, si je me trompe, septembre. Et que le débat va venir après celui de la reddition
de comptes. Nous saluons d'ailleurs ces débats-là qui nous a redonné l'espoir par rapport à l'image hein, de l'Assemblée qui se réveille en posture de contrôleur. Mais est-ce que ce n'est pas un risque qu'ils ont pris, n'est-ce pas, en prenant le fouet pour dire le gouvernement est démissionnaire par rapport à ce que nous lui avons demandé, où les assignations budgétaires n'ont pas été respectées et nous, en tant que contrôleurs, autorités budgétaires, nous vous rappelons à l'ordre. Mais hélas, après ce débat-là, on voit une ONG qui saute pour dire, dans le projet, il y a 513 députés. Est-ce que les membres du gouvernement ne se sont-ils pas sentis lésés pour dire, nous ne mourrons pas seuls et que vous aussi, Assemblée nationale, vous trimballez des cadavres. Voilà, ils veulent piéger l'Assemblée. Tout est possible. Vous saluez le dernier débat qui a eu à l'Assemblée nationale, notamment sur la reddition de comptes. Mais est-ce que tout ça, ce n'était pas que de la fumée? Parce que, bien sûr qu'ils ont parlé, ils ont critiqué la gestion de la République, mais au finish, qu'est-ce qu'ils ont fait? La loi a été déclarée recevable et sûrement qu'elle va être adoptée. Il y a une motion de défiance contre l'actuel ministre du Budget, qui était d'ailleurs le ministre du Budget de l'ancien gouvernement, le gouvernement Samalou Kondé. Est-ce que vous pensez que les députés vont aller jusqu'au bout? Je pense qu'il y a une logique que les députés ont déclenchée. Parce que ça ne servait à rien justement de ne se limiter qu'au constat. Le gouvernement a ignoré complètement le budget. On a un gouvernement qui fait des dépassements à plus de 1000%, alors que ce sont de fautes administratives. Vous savez que le détournement en finances publiques ne concerne pas seulement le fait de prendre l'argent et partir avec, mais le fait d'affecter l'argent au-delà du montant prévu ou à de fins non prévues par l'Assemblée nationale ou les législateurs, le contrôleur budgétaire, ça veut dire qu'il y a détournement. Mais à ce niveau-là, ils ont dénoncé, ils ont montré effectivement le faille du gouvernement. Mais moi, je trouve que la logique a répondu qu'il y ait une motion pour qu'il y ait quelqu'un qui va répondre. Et c'est le ministre du Budget. Parce que comment vous avez reçu un budget que vous n'avez pas exécuté? J'ai suivi, je crois que ce matin, une séquence d'un député de Kivu qui dit qu'il y a des montants qui ont été décaissés pour des centres de santé ou de zones de santé à l'est du pays qui n'ont jamais reçu un seul rond. Mais où est parti cet argent? Donc, il faudra que nous puissions aller jusqu'au bout. Parce que, Monsieur Alain, le trésor public ou les deniers publics doivent être gérés avec parcimonie et sérieux. Mais est-ce que, quand on regarde un peu de près ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, on pensait qu'avec l'arrivée de Vital Kamerhe, les choses se passeraient de manière orthodoxe. On ne devrait pas avoir un peu peur. Je prends un autre cas qui vient d'être signalé, qui a été signalé en début de la semaine, le cas d'un faux député. Un faux député, un faux sénateur. On va voir d'ailleurs les photos ici. Le monsieur entré avec honneur au Parlement, siégé avec les vrais députés. Est-ce que ceci ne démontre pas que nos institutions sont faciles à infiltrer? Je crois que c'est une inquiétude, d'autant plus que le Parlement, c'est la deuxième institution de la République après le président de la République. Monsieur Alain, vous pouvez croire qu'il y a un grand dispositif de sécurité à l'Assemblée nationale pour y avoir séjourné pendant un moment important. Je connais comment fonctionne la machine. Expliquez-nous d'abord, comment ça se fait le contrôle? Vous avez d'abord le checkpoint à l'entrée, n'est-ce pas, qui vous identifie. Vous êtes député, vous êtes assistant parlementaire ou vous êtes simple visiteur parce que les plénières sont ouvertes. Attendez. Donc, quand les députés arrivent à l'Assemblée nationale, il est dans sa voiture, dans sa Jeep. Tout à fait. Est-ce qu'on le fait descendre pour vérifier ces documents? Il franchit la première barrière. Là où il va descendre pour monter les escaliers, il y a également des policiers qui savent reconnaître les députés à force du temps, n'est-ce pas? Et à l'entrée de la salle de plénière, il y a également la police. Et à l'intérieur, il y a des services spécialisés non apparents. Et à l'intérieur, vous avez la place d'avant, n'est-ce pas? Le premier bloc, ce sont les députés.
Un non-député ne peut pas, quel que soit son rang, aller s'asseoir de l'autre côté. À moins que ce soit un invité lorsqu'il y a des plénières qui mobilisent les invités. Mais la partie suivante, vous avez le personnel administratif, le personnel politique, vous avez les assistants parlementaires et le public. Et donc, je ne vois pas comment un non-député peut chaque jour aller prendre allègrement place sans qu'il y ait une sorte de complicité à ce niveau. Parce qu'avant que le député ne s'installe, il y a le protocole qui gère les listes de présence. Les députés doivent apposer sa signature avant d'aller s'asseoir. Et d'ailleurs, il y en a, lorsqu'ils oublient de signer, il y a des hôtesses qui se déplacent pour aller rappeler que vous n'avez pas signé. Il y a également l'appel nominal des députés. À ce niveau-là, comment un autre député va se retrouver aux côtés des autres députés? Et même moi-même, je peux tiquer lorsque je vois que tout le monde a répondu à l'appel et vous, vous êtes à mes côtés, vous ne répondez pas. Oui, mais et donc, on a insécurisé d'une part nos députés parce que quelqu'un peut rentrer de cette manière-là et poser des actes subversifs. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que le monsieur ne se cachait pas. Et son histoire a duré près de 10 mois, nous dit-on. Il a été reçu comme sénateur par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'il a reçu avec tous les honneurs possibles. Le monsieur est sorti, il a fait une interview qui a été télévisée. Comment est-ce que le président du Sénat ne sait pas, parce qu'à l'Assemblée nationale, on peut comprendre qu'il a 500 députés, c'est difficile de retenir des noms, mais le président du Sénat, quand il voit quelqu'un s'exprimer au nom du Sénat, et qui est allé voir une autre institution, comment est-ce que, en fait, la population a du mal à comprendre. Vous qui avez travaillé là-bas à l'Assemblée nationale, une situation comme ça est-elle possible? Ou bien c'est de la négligence à tous les niveaux dans notre pays? En fait, il faut quand même reconnaître que nos institutions, depuis un certain temps, sont en train de s'effriter. Le prestige est en train de partir. On laisse tout le monde s'amener et se taper n'importe quel titre. Je crois que là, on déshonore, on désacralise les institutions publiques. Et c'est comme vous le dites, votre constat est pertinent. Comment quelqu'un qui donne des interviews, il ne se cache pas? Et le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et même le président de l'Assemblée provinciale, comment il ne peut pas, avec tous les services qu'ils ont, comment il ne peut pas, n'est-ce pas, savoir que ce monsieur c'est un imposteur? Voilà pourquoi l'hypothèse de jouir d'une certaine protection ou d'une certaine complicité n'est pas à exclure dans ces cas-là. Parce que je l'ai vu avec Cocarde, député provincial. Je le vois se présenter comme sénateur et je le vois à l'Assemblée nationale aux côtés des autres honorables députés. Et donc, il y a quand même un problème. Comment il se retrouve bien connu de la politique congolaise, on le voit assis au milieu de... Oui, justement, j'ai vu même l'affiche où il s'est présenté comme prophète. Avec une journée... il a dit mandat prophétique. Donc, vous comprenez que c'est un acteur qui connaît l'environnement. Mais il doit jouir d'une complicité. Pour un pays qui se plaint d'être infiltré matin et soir, une situation comme ça, est-ce une défaillance de nos services de sécurité? Oui, c'est une défaillance à noter à ce niveau-là, M. Alain, parce que comment il n'a pas été détecté, même par nos services non apparents? Parce que je vous ai dit, ils sont là. Quand il y a plénière, ils sont là, ils sont non apparents. Les services de renseignement sont là. Comment ils ne peuvent pas... soit le monsieur jouissait de sa proximité avec certains députés, parce que quand vous le voyez sur les images, il est familier à certains honorables. Et peut-être cet environnement-là, même alors, je crois que le protocole de l'Assemblée nationale devrait déjà détecter ces cas suspects. Dommage que ça éclate aujourd'hui. Je vous dis que nous avons honte de ce type de scandale. On ne nous donnera pas une justification, mais bon, ça ne nous étonne pas lorsque on révèle qu'il y aurait 513 députés. Est-il dans le surnombre ou lui peut être même 514e? Toutes les questions sont possibles. Je crois qu'il y a un problème au niveau des institutions et que nous devons nous rattraper pour le prestige institutionnel et pour notre propre respect face au monde entier qui nous suit. Pour finir avec l'Assemblée nationale, on a aussi appris, on va mettre ça au conditionnel, parce qu'il y a des extraits de la loi des finances qui circulent, selon lesquels
la fondation de la Première Dame, la fondation Denise Nyakero, serait financée par le budget national. Tout en gardant l'information conditionnelle, mais posons-nous la question, si cela était vrai, est-ce que ce serait légal? Bien. Je crois que de la même manière qu'on nous a balancé l'information sur les 513 députés qui auraient une ligne de crédit dans le projet de budget qui reprend 513 au lieu de 500. Également, on en parle en termes de la bourse Excellencia. Comme vous le savez, chaque fois lorsqu'on élabore la loi de finances, il y a toujours des lignes prévues pour de bourses. Mais je pense que pour éviter de donner l'impression d'une fraude, n'est-ce pas, il fallait garder carrément le montant dans la ligne de bourse, hein, sans identifier l'institution ou l'organisme qui pourrait être bénéficiaire. Mais à ce moment-là, il faudra que le gouvernement puisse signer un contrat de partenariat public-privé avec la fondation qui est un organe privé, parce que l'organe privé ne peut pas figurer d'une manière aussi ostentatoire hein, dans le budget avec autant de millions. Alors, ça crée une confusion. Qui prend en charge tout ça? Mais parce que aussi, la vraie question, c'est que la fondation Denise Nyakero étant un bien privé, parce que c'est dans le budget, il faut contrôler le budget. Est-ce que s'il y a mégestion de ce fonds-là, les députés seraient en droit de convoquer les gestionnaires de la fondation? Comment se passerait dans ce cas-là le contrôle de ces fonds? En fait, les députés peuvent s'inviter dans un contrôle s'il y a un contrat. Un contrat peut-être de PPP, un partenariat public et privé. Donc, lorsque vous recevez le fonds de l'État comme financement, les institutions chargées de contrôle de l'État ont le droit de débarquer chez vous parce que vous avez reçu les deniers publics. Mais le problème, c'est qu'ici, on devra faire les choses avec honnêteté. S'agit-il de l'État congolais qui organise cette bourse ou qui sous-traite, n'est-ce pas, la fondation Nyakero pour organiser la bourse Excellencia, ou pourquoi la fondation, à chaque fois, elle se targue d'organiser sa bourse sans une seule fois mentionner la présence de l'État, hein, n'est-ce pas? On a vu qu'on citait des gouverneurs qui était salué, des dons, qui fait des dons, parce que bon, une association peut vivre avec des dons. Mais là, ça pose quand même un sérieux problème lorsqu'il y a une ligne de crédit ouverte pour les bourses et que ça soit la fondation Excellencia, la bourse Excellencia de la fondation Nyakero qui est reprise in extenso. Je crois que c'est aberrant. Avec tout ce qu'on a souligné comme couac dans ce projet de budget 2025, est-ce que vous pensez qu'il a été élaboré à la légère? Depuis un certain temps, la rigueur a quitté les institutions. Comme je vous ai dit, les deniers publics, hein, c'est l'argent du contribuable. On ne doit pas le gérer comme l'on veut, comme si on gérait sa propre boutique. Voilà pourquoi nous avons des députés comme contrôleurs, hein, comme autorité budgétaire, pour suivre ce qui se fait. Mais depuis un certain temps, et même les députés l'ont dit, à chaque fois nous votons de budget qu'on n'applique pas et ils reviennent en veste et ils repartent avec leur véhicule comme si rien n'était. Espérons qu'on va se ressaisir avec la nouvelle dynamique lancée au niveau de l'Assemblée nationale pour que le contrôle, finalement, les contrôles puissent se faire. Vous êtes professeur, on va finir sur la question de la fondation Nyakero. Vous êtes professeur, les enseignants sont en grève parce que sous-payés. Comment vous prenez cette histoire en voyant que l'État finance un fonds privé pour envoyer les enfants étudier à l'extérieur alors que les écoles de l'État, les enseignants pris en charge par l'État sont délaissés? Comment vous le prenez? D'abord, les enseignants grévistes ont tout mon soutien. Ils ont tout mon soutien, ils ont le plein droit. Je suis un enseignant. Nous sommes dans un pays où il y a une disparité salariale insolente, hein, qui ne se justifie pas. Parce que ce pays-là, tous les pays qui ont compris qu'ils doivent décoller investissent dans l'éducation.
Parce que lorsque l'éducation est par terre, il n'y aura pas de miracle, quel que soit le nombre d'églises, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Donc, il faudra que l'éducation puisse prendre la première position, parce que quel est le budget qui est réservé à l'éducation? C'est tout le problème à ce niveau-là. Comment l'enseignant qui a enseigné les députés débarquent sans aucune expérience, on le bombarde de plus de 20 000 $, 17 000 $, et tout le montant qu'on nous cite, et vous donnez à un enseignant congolais 280 000 francs congolais. Moi je le dis souvent, est-ce que le président de la République ne peut pas se réveiller et dire « Nous allons faire aujourd'hui une rotation de fonctions. Tous les ministres, membres du gouvernement sont des universitaires. Vous allez passer 2 mois dans les salles de classe. Vous toucherez les salaires de l'enseignant et que les enseignants peuvent également passer un stage dans le gouvernement et les assemblées. Ils toucheront les salaires des députés et des ministres. Je pense parce qu'il y a là une sorte de banalisation de droits des autres, parce qu'eux sont dans un confort insolent et vous verrez que le politique s'élève pour demander aux enseignants d'être patriotes. Il n'existe pas de patriotisme quand il s'agit des salaires, parce que chacun doit avoir les salaires qui correspondent à son travail. Professeur, vous dites ça peut-être parce que vous n'êtes pas au gouvernement, encore moins au Parlement. Si vous y étiez, est-ce que vous auriez le même discours? Le problème, c'est ça aussi en RDC, c'est que la plupart des professeurs, quand on regarde le gouvernement, c'est rempli de professeurs. Quand on regarde même l'Assemblée nationale, je crois qu'il n'y a pas moins d'une centaine de professeurs là-bas. C'est quoi le problème chez nous? Vous avez la science que quand vous êtes loin des institutions, ou qu'est-ce qui se passe? Je crois que le constat est toujours fait et on me le rappelle souvent. Et je réponds par dire que d'abord, la présence des éminents professeurs n'est pas aussi remarquable comme on le pense dans les institutions. Et ils occupent quelle position? Est-ce qu'ils ont la position de prendre des décisions ou ils sont collaborateurs? Parce que lorsque vous êtes collaborateur, vous avez beau conseiller au ministre, mais c'est le ministre qui prend sa décision. Moi, je suis un enseignant de carrière. Et je connais la misère, n'est-ce pas, et la honte que nous avons lorsque nous nous retrouvons ailleurs avec des professeurs. Un professeur d'université, mais quand vous le regardez, il a la mine misérable. Et vous voulez que le pays puisse aller loin? Je crois que l'enseignant ne mérite pas la situation que nous avons. Parce que le comble, c'est lequel? Le politicien qui misère l'enseignant avec un salaire de misère, effectivement, reconnaissant cette situation, n'envoie pas ses enfants dans les écoles tenues par ces enseignants misérables que nous sommes. Et si le gouvernement exigeait à ce que... Parce qu'en principe, le gouvernement devait prêcher par le modèle. Vous allez lancer une année académique, une année scolaire, vos enfants doivent se retrouver aussi dans les mêmes écoles. C'est ça, au fait, le patriotisme. Mais dès lors que cette disparité-là est entretenue parce que les uns sont dans un luxe insolent et les autres doivent se contenter de leur misère et on leur demande un sursaut patriotique, je crois que ça ne va pas. On va aller très vite sur les 2 autres points d'actualité avant d'entamer notre gros sujet qui concerne le changement de la Constitution. On va parler d'abord de cette autre actualité qui concerne l'opposant Franck Diongo, qui se rapproche de plus en plus du Rwanda. On l'a vu, on a vu, ça circule sur les réseaux sociaux, son titre de voyage belge et sa proximité, son voyage prévu pour le Rwanda. J'ai 2 questions pour cette actualité. D'abord, qu'il parte de la Belgique vers le Rwanda, quelle doit être la réaction du gouvernement congolais vis-à-vis de la Belgique, qui est censé être un pays frère et ami? Et ensuite, maintenant, Franck Diongo qui quitte la lutte non armée et qui veut maintenant se rapprocher des Nanga. Quelle est votre opinion sur ça? Bon, jusque-là, on a annoncé, n'est-ce pas, dans les réseaux qu'il serait au Rwanda. Je ne sais pas le motif de son déplacement, mais le Congolais savait que Franck Diongo est allé en exil en Belgique. Mais s'il reçoit des facilités en Belgique pour se rendre au Rwanda, pourquoi faire? Parce qu'il faut se poser des questions là-dessus. Est-ce pour un quelconque rapprochement avec le mouvement rebelle? C'est sûr qu'il n'est pas en vacances là-bas. Bon, je crois qu'il joue aussi de ce droit de circuler. Moi, je ne voudrais pas inventer ou tomber dans la suspicion, mais
En tant que patriote, je crois que nous ne pouvons pas encourager à chaque fois ces mouvements-là vers le renforcement de groupes négatifs, n'est-ce pas? Par rapport à la Belgique. Là aussi, la politique intérieure de notre pays. Ce n'est pas bon à chaque fois de pousser les gens à aller vers l'extérieur, d'autant plus que l'extérieur, le contrôle sur vos citoyens diminue. Je crois qu'il y a une manière de faire. Très rapidement sur la Belgique. Mais la Belgique elle-même également, elle est en relation diplomatique avec notre pays. Ouais. Je crois qu'il faudra que notre pays clarifie sa relation avec la Belgique. Parce que là, elle est utilisée comme une base arrière. Mais voilà, en termes d'enjeux politiques. Mais bon, la démocratie chez eux a une autre déclinaison par rapport à chez nous. Oui. L'autre actualité sur laquelle on va réagir rapidement, c'est ici au niveau du Lualaba. Cette semaine, on a vu la gouverneure de province, Fifi Masuka, lancer les travaux de construction de la route, je dis construction de la route 3Z, une route qui existait, mais selon elle, elle construit la route et pas reconstruire la route. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que c'est vrai que cette route n'existait pas ou qu'on vient de la lancer maintenant? Bon, étant de Colosie, je connais l'avenue 3Z qui a été réhabilitée par le gouvernement juste dans les premières années après le découpage. Okay. Le gouvernement Mouyège qui avait réhabilité cette route avec des lampadaires, ainsi de suite. Et donc, en termes de lexique, dans ce domaine de construction, il s'agit là d'une réhabilitation. Okay. Parce que la construction suppose qu'une route n'existait pas. Vous voulez la commencer ensuite jusqu'à l'asphalte. Mais ici, c'est l'avenue qui existe 3Z depuis des années. Oui. Moïse, à son temps, l'avait également réhabilité. On ne peut pas parler de la construction. Peut-être que l'autorité voulait dire qu'il a ajouté une couche nécessaire pour éviter le délabrement de cette route. Mais là également, il y a une problématique. Nous ne devons pas à chaque fois tourner sur les mêmes routes. Ouais. À chaque fois, chaque année, les mêmes routes consomment des sommes d'argent très importantes, alors que l'intérieur de notre province a une image piteuse. Donc, à un certain moment, il faudra qu'on cesse. Moi, j'appelle ça le folklore, parce qu'à chaque fois, on revient sur la même route, et à chaque fois, quand on reçoit des visiteurs, on les amène sur le même chantier, et vous avez comme ça un bâtiment qui peut vous faire 1000 reportages, selon qui a la visite de telle ou telle personnalité. Je crois que la meilleure des choses à faire pour les invités de marque, les députés qui arrivent chez nous, le ministre, il faut les amener à l'intérieur pour qu'ils découvrent la vraie image de Lualaba. Quand on regarde les chaînes, les médias qui émettent depuis Kinshasa, on a l'impression qu'au Lualaba, on vit quand même assez bien. C'est un petit paradis qui est en train de se construire ici. Vous qui êtes leader du Lualaba, je reviens sur ma question, quand vous regardez ce que les médias quinois disent du Lualaba, est-ce qu'on est proche de la réalité? Monsieur Alain, je veux vous dire que le titre du gouverneur est très prestigieux. On ne peut pas le réduire au titre du maire de la ville. Okay. Lorsque vous êtes gouverneur du Lualaba, vous gérez tous les Lualaba et non la ville de Colosie. Et pourtant, l'impression, c'est celle-là. Et ces médias, en fait, sont dans leur rôle parce qu'ils reçoivent la contrepartie. Ils reçoivent l'argent, le financement. Oui, le financement, ils ne peuvent pas. Ce ne sont pas des médias qui ont la mission caritative. Vous le voyez déployer comme ça. Ce n'est pas donc un constat de bonne foi. Non, je crois que c'est une manière de désorienter l'opinion. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de Congolais que j'ai eu la chance de croiser quand ils arrivaient. Ils disent, mais c'est ça votre Colosie. C'est que nous voyons, n'est-ce pas, dans les images, on pense que vous tous à Colosie, chacun a un transfo chez lui. Chacun a une route asphaltée. Ce qui est le contraire. Et si je ne veux même pas aller loin, autour de Colosie, l'image est catastrophique. Vous avez parlé de la route. Ouais. Allons à côté ici de là où nous sommes, sur la route qui va déboucher sur Jovelin. Je crois que c'est industriel. Oui. Devant la brasserie. Voilà, devant la brasserie, on se croirait sur la route RN39 vers Kassagi. Et là, nous sommes dans la ville de Colosie. Je crois que la gouvernance, une fois encore de plus, doit être une gouvernance moins folkloriste, mais une gouvernance
qui répond aux vrais problèmes de citoyens et non pour contenter les partenaires politiques. Vous travaillez pour le peuple et c'est le peuple qui doit s'exprimer et non vous-même en jouant les deux fonctions à la fois. Très bien. Maintenant, ouvrons les chapitres qui concernent l'envie pour le pouvoir en place, ou plutôt pour le parti au pouvoir, parce que le pouvoir, le gouvernement n'a encore rien dit. D'ailleurs, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a démenti que un tel projet n'a pas été discuté au niveau du gouvernement. L'envie pour le parti présidentiel, l'UDPS, de changer ou de modifier la constitution actuelle. Vous, en tant que professeur, politicien, leader connu ici dans l'espace là-bas, qu'est-ce qui doit être fait en ce moment précis? Est-ce que la RDC a besoin de modifier, de changer de constitution? Merci beaucoup parce que vous avez fixé le cadre dans lequel le débat s'émène. Est-ce que nous ne sommes pas encore à un débat institutionnel, d'autant plus que les institutionnels nient avoir un tel projet. Mais est-ce qu'ils sous-traitent les politiques pour lancer des ballons d'essai? Tout est possible. Mais je crois que ceux qui ont commencé le parti au pouvoir est mal placé pour lancer le débat. Pourquoi? Parce que, regardez, M. Alain, nous sommes à moins d'une année après une élection qui a plébiscité le président de la République avec plus de 70%. Et je présume que ce résultat a été obtenu grâce à l'offre politique présentée au peuple. Et lorsqu'on a présenté l'offre politique et qu'on vous plébiscite de cette manière-là, qu'est-ce que vous faites lorsque vous entamez votre quinquennat? On est en plein début du quinquennat, moins d'une année, on ne peut pas venir lancer un pareil débat. Et le débat qui est attendu aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer ou mettre en place le cahier de charges, le projet de société que le président de la République a présenté pour obtenir plus de 70%. Et je crois que c'est indécent de voir un parti qui venait d'obtenir ce score fleuve-là venir lancer le débat de révision ou de changement de la Constitution. D'autant plus qu'il y a encore là toute une confusion autour de ces débats. C'est un débat flou. De quoi veulent-ils parler? Est-ce de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution? S'il s'agit de la révision, quelles sont les dispositions qui sont visées, n'est-ce pas, pour que nous puissions en débattre? J'ai reçu ici quelques membres de ce parti, l'UDPS, et ils m'ont expliqué ce qu'ils reprochent à l'actuelle constitution. Déjà, de un, ils n'ont jamais voté pour cette constitution. L'UDPS s'était abstenu en 2006 quand on appelait les électeurs au référendum. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, ce qu'ils reprochent à cette constitution, la première chose, c'est qu'ils y voient des pièges, notamment la possibilité pour la République de céder une partie du territoire à des pays voisins. Selon eux, il y a des articles dans la Constitution qui laissent cette ouverture-là au pouvoir en place de pouvoir céder les territoires nationaux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? N'est-ce pas là, pour nous qui sommes nationalistes, une chose qui doit tous mobiliser pour qu'on protège notre territoire national? Bon, je toujours pensé qu'il faut être prudent lorsque vous êtes face à une communication orientée. Parce que la constitution que nous avons, c'est la constitution qui a inauguré la Troisième République. Mais nous avons la constitution de 1964, la constitution de 1967. Cette disposition-là existait bel et bien dans les deux premières constitutions. Pourquoi? Parce que vous savez que l'État ne peut pas rester isolé. Nous signons des accords et des traités internationaux. Et vous savez, en droit international, les accords, les traités internationaux ont une primauté sur la législation nationale. Et donc, pour moi, cela n'est pas le vrai débat. On veut nous orienter l'attention, désorienter plutôt l'attention de la population qui attend voir le gouvernement rencontrer ses attentes, et on va nous amener comme ça dans un débat de révision de la Constitution alors que nous avons une partie de notre territoire de bientôt 4 ans sous contrôle des ennemis. Mais justement, professeur, ce n'est pas la Constitution qui nous refuse de récupérer Bunagana. Entre réaliser le programme que le président de la République a proposé aux Congolais aux dernières élections et sauver la patrie, je crois que le plus important, c'est sauver la patrie. En tout cas, c'est le discours de l'UDPS. Entre
une loi, une constitution qui met en danger l'avenir de la République et appliquer le programme annoncé par le chef de l'État, je crois que le choix est clair. Vous, qu'est-ce que vous voyez de mal en ça? Vous allez répondre, je vais vous ajouter un autre point qui est souligné par l'UDPS et qui est reproché à l'actuelle constitution. C'est notamment le fait que la constitution n'est pas assez claire par rapport à la fin de mandat. Le chef de l'État reste en place jusqu'à ce que le prochain soit élu. Pour l'UDPS, le chef de l'État en place peut décider de ne pas organiser les élections jusqu'à X temps et il restera au pouvoir ad vitam aeternam. Toutes ces questions sont déjà prises en charge par la Constitution. Vous allez remarquer qu'il y a une chose et son contraire à la fois. Si l'UDPS voudrait renier la Constitution, ça veut dire que l'UDPS renie son pouvoir, qu'il a obtenu grâce à la même Constitution. Je crois que c'est logique. Vous allez vous rendre compte que les élections qui ont été organisées pour la première fois, qui ont permis à l'UDPS, n'est-ce pas, de prendre la magistrature suprême, pour la deuxième fois, se refaire à la Constitution en vigueur. Je pense qu'il y a seulement un chantier politique, comme je vous ai dit, qui vise à détourner l'attention de la population. Parce que cette Constitution-là ne date pas d'hier. Notre Constitution est depuis 2016. Oui. Elle a été plébiscitée comme la meilleure de constitution. 2006. Enfin, 2006, oui. M'excuse, oui. La meilleure de constitution par nos constitutionnalistes réputés, qui ont reconnu que c'est l'une des meilleures. Mais cependant, j'admets également que la Constitution a prévu elle-même les mécanismes de sa revision. L'ancien régime l'a fait en 2011. La révision de la Constitution n'est pas à fétichiser, elle peut se faire. Mais qui mène le débat? C'est ça, en fait, le grand problème. Mais je crois qu'en Afrique aujourd'hui, nous devions privilégier que le débat de la révision constitutionnelle soit porté par le peuple et non par le politique qui, eux, ont toujours des agendas cachés. Professeur, en toute sincérité, quand vous lisez la Constitution, je sais que vous l'avez déjà lu de A à Z, quand vous lisez notre Constitution, vous ne pensez pas qu'il y a des choses qu'il faille modifier, corriger? Les textes juridiques sont toujours frappés d'imperfections. Et voilà pourquoi les textes juridiques sont perfectibles. C'est l'œuvre humaine. On peut également discuter sur beaucoup d'aspects. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, je suis en train d'y arriver. Ouais. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, moi également, je peux avoir mon point de vue. Ouais. Parce que regardez la révision de 2011, qui a réhabilité le droit de retour aux députés à l'hémicycle. Parce que dans les temps, lorsque vous êtes nommé, vous perdez votre mandat. Mais ils ont révisé pour que le député, après le mandat public, puisse reprendre son poste. Mais je trouve toujours que c'est égoïste. Et je pense que notre Constitution, s'il faut la réviser, il faut plutôt penser à la limitation des cumuls de fonctions. Okay. Parce que vous avez quelqu'un qui va se faire élire à plusieurs niveaux et il place ses enfants, ses copines, ses femmes, sa famille à tout le niveau comme premier suppléant. Et vous avez comme ça les salaires de l'État dirigés dans une seule direction. Vous avez un ministre de la même famille, un député provincial, un sénateur, un député national, un mandataire, parce que partout là-bas, le député titulaire a raflé le siège et il y a placé les membres proches de sa famille. Et donc, le débat, comme je vous l'ai dit, doit être un débat citoyen et non un débat politique quand il s'agit de la révision de la Constitution. Pour le moment, nous voulons voir le président de la République, après avoir obtenu ce score fleuve, s'affirmer dans le deuxième quinquennat pour répondre aux attentes des Congolais. Professeur, soyez pas de mauvaise foi. Les deux choses peuvent se faire à la fois. En même temps, le président peut continuer à appliquer son programme de gouvernement et en même temps, on peut, par exemple, les articles que vous venez de citer, les corriger. Le Parlement peut le faire en même temps que le programme du gouvernement est appliqué. Monsieur Alain, c'est là que la notion de priorité intervient. Quelle est la priorité aujourd'hui? Parce que la même Constitution vous a permis, n'est-ce pas, de vider, d'exercer complètement le premier mandat et de gagner un deuxième mandat sans qu'il y ait de problème. La Constitution n'empêche personne. Quelles que soient les imperfections que les uns et les autres peuvent relever. Mais c'est quoi l'urgence aujourd'hui? Nous n'avons pas Bunagana. Nous avons un état de siège aujourd'hui qui ne fait qu'être repris à tout moment.
alors que c'est doit être une situation passagère, une situation spéciale. Est-ce que vous savez ce que nos frères, nos compatriotes de cet espace endurent d'avoir une administration militaire pendant plus de 2 ans? Et donc, il y a beaucoup de priorités qui attendent le politique. Les détournements aujourd'hui, hein, ça se parle. Il y a même un compatriote qui m'a fait rire, il dit, professeur, désormais, si vous voulez détourner, il ne faut pas détourner moins d'1 million. Parce que si vous êtes en deçà d'1 million, on va vous arrêter. Okay. C'est comme s'il y a un sursis pour ceux qui détournent les millions tels qu'on l'entend. Et il y en a le problème. Le président lui-même a fait pratiquement un tableau négatif en parlant de la justice. Parlons même de problème de l'enseignant. Entre réviser la Constitution et ramener nos enfants à l'école avec des enseignants payés, pourvu que l'on évite une année blanche, c'est quoi la priorité? Je pense que c'est un débat orienté qui vise à désorienter le vrai enjeu, si je comprends bien, défi. Si je comprends votre position, oui, il y a des articles qui peuvent être modifiés dans la Constitution. Vous en avez cité un seul, concernant notamment les cumuls de mandats pour les élus. Oui, le vote à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Donc, il y a certains articles qui posent souci dans l'actuelle Constitution. Vous n'êtes pas opposé à cela. C'est le temps qui n'est pas bien choisi de votre point de vue. Mais si on ne peut pas le faire maintenant, quand est-ce qu'on pourrait le faire? Parce que là, on est en début d'un mandat, d'un quinquennat. Si on ne les fait pas maintenant et qu'on les fait à la dernière année de ce quinquennat, on risquait de penser qu'il a envie, le président Tshisekedi, de s'éterniser au pouvoir. En fait, tout le monde soupçonne effectivement que l'on puisse retoquer les articles intangibles, hein, ouais, ou la disposition de l'article 220, ouais, hein, n'est-ce pas? Parce que là également, il y en a qui parlent de changement, mais ils ne comprennent pas que lorsque nous allons parler changement de la Constitution, ça veut dire nous allons partir vers un nouvel ordre politique. On ne fera plus référence à la Constitution que nous avons. Maintenant, quel est cet ordre politique qui va aujourd'hui déclencher une nouvelle république, professeur, avec une nouvelle Constitution? Vous ne répondez pas à ma question. Bon. Si on ne les fait pas maintenant, quand est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'on est au début d'un mandat. Vous dites non, on ne peut pas le faire maintenant, ce n'est pas le bon moment. Non, en fait, je l'ai dit, le président de la République vient de contracter un nouveau mariage, oui, avec les Congolais. Oui. Et on attend qu'il soit présent dans les attentes du Congolais. La Constitution... Mais vous-même, vous estimez que cette Constitution est imparfaite et qu'il y a des choses qu'il faille modifier. Si on ne le fait pas, vous ne répondez pas encore une fois à ma question, si on ne le fait pas maintenant, la question c'est quand est-ce qu'il faudra le faire? Quand est-ce qu'il faut réviser la Constitution? Il faut attendre que Tshisekedi parte. Non, il n'y a pas un timing, ouais, mais le problème c'est que nous sommes en train de virer vers un temps suspect. Lorsqu'on sait que c'est un dernier mandat et que lorsqu'on se lance dans ce genre de manœuvre... Le dernier mandat restera dernier mandat jusqu'en 2028. Mais c'est ce que nous disons. Mais est-ce qu'en disant on veut réviser, il n'y a pas d'autres agendas cachés? Parce que ceux qui disent débat de révision, ils ne mettent pas sur la table, n'est-ce pas, quelles sont les dispositions claires qui sont visées, et nous menons les débats. Ils vont vous inviter, vous notamment. Vous viendrez avec vos articles que vous avez cités ici pour qu'on révise la Constitution. Par moment, je crois qu'en tant que politicien, il faut voir aussi les bons côtés des choses quand un débat est lancé. Ici, vous êtes d'accord que dans le fond, il y a des choses à parfaire dans cette Constitution. Et je reviens encore à ma question. Est-ce que le problème, c'est parce que c'est Tshisekedi qui le fait? Ou bien la Constitution est modifiable, on peut le faire maintenant au lieu d'attendre la dernière année de ce mandat? De toute façon, nous avons Félix Tshisekedi comme président de la République, ouais, et on ne peut pas lui renier le droit. Parce que, je disais par rapport à la révision de la Constitution, lorsque vous êtes à l'article 219, on vous dit de qui l'initiative de la révision de la Constitution doit provenir. Ouais. Du président de la République, du gouvernement après délibération en Conseil de ministres, de 2 chambres du Parlement, lorsque il y a un tiers, n'est-ce pas, des élus qui décident, mais également d'une pétition de 100 000 Congolais qui décident de dire nous voulons réviser la Constitution. Bon, maintenant, dans tout le cas de figure, M. Alain, vous allez voir que dans les mécanismes de révision, parmi les 4 pôles d'initiative de la révision, il n'y a aucune
hein, n'est-ce pas, qui s'est... parce que pour l'instant, il n'y a aucune source qui s'est signalée. L'UDPS est encore à la mobilisation, à la sensibilisation. Oui, l'UDPS est dans son rôle d'un parti politique, bien qu'il est au pouvoir. Voilà pourquoi les débats retentissent fort, pour dire, mais est-ce que là, on n'est pas en train de tâter le terrain? Mais il y a également les dispositions qui interdisent pareille initiative lorsqu'on est en état d'urgence, en état de guerre, en état de siège. Hein. Et ici, nous avons l'état de siège. Et donc, vous voyez qu'il y a les deux éléments réunis lorsque nous prenons la source de l'initiative de la révision. Le 4, il n'y a aucune source, n'est-ce pas, où il n'y a aucun pôle qui s'est exprimé, qui soit officiel, pour pouvoir déclencher la révision de la Constitution. Monsieur Alain, ce débat de la révision, j'ai eu la chance d'y participer en 2016, lorsque les éminents professeurs Likin, Kassongo Mwadianvita et Simplice Ilunga Monga avaient proposé la loi référendaire. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un vide juridique à ce niveau-là. Nous n'avons pas la loi référendaire. Or, pour une révision de la Constitution, on vous dit, soit nous passons par le référendum, soit c'est le Parlement réuni en congrès, n'est-ce pas, qui votera aux 3 tiers, hein, n'est-ce pas, des élus qui sont réunis en congrès. Ouais. Si on doit parler du changement de la Constitution, ça veut dire tout tombe, nous faisons table rasa, il nous faut une assemblée constituante qui doit être mise en place pour préparer la nouvelle constitution, ensuite passer au référendum. Mais jusqu'alors là, nous n'avons pas la loi référendaire. Mais à l'époque, quel était le déferlement hein, de réaction face à ce projet-là? Oui. Nous qui pensions qu'il fallait combler le vide juridique, on nous dit non, vous voulez préparer le terrain pour l'éventuelle révision de la Constitution. Mais c'est le même reproche que vous faites à l'actuel régime. Finalement, toutes ces imperfections qui sont dans notre Constitution depuis 2011, parce que ça a été révisé dernièrement là-bas, ne vont jamais être Il y a corrigées. Une crise de confiance dans la classe politique congolaise. Oui, mais comment on va avancer et je pense que cette constitution ne nous empêche pas d'avancer, mais on pourra la réviser lorsque tous les esprits se mettent d'accord. Quand on se mettra... Oui, d'accord. Quand on trouvera Jésus à la tête du pays. Mais parce qu'il y a beaucoup de soupçons, au fait, on se soupçonne les uns les autres, et là, ça pose un sérieux problème. À chaque fois qu'on veut poser un pas. Et là, c'est là que l'histoire du temps rattrape aussi ceux qui étaient opposants d'hier. D'autant plus que notre génération, c'est une génération qui dédie le proverbe qui dit que la parole s'envole. Hein. Oui, la parole refuse de s'envoler maintenant. Et reste. Voilà, elle est là. On a presque fini. On se revoit. Étant donné que ceux qui étaient au pouvoir précédemment avaient cette bonne intention, maintenant qu'ils voient que les opposants qui sont maintenant au pouvoir veulent changer. Qui avaient retoqué cette bonne intention. Ils peuvent les soutenir. Pourquoi vous refusez? Non, mais on retombe dans le terrain de recommencement. Il y a un problème de capital confiance entre les acteurs politiques congolais. Voilà. Malheureusement, 58 minutes, ça passe très vite. On a passé en revue l'actualité de la semaine. Professeur Sylvain Katolomba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir convié à cette discussion autour de questions qui concernent notre République. Merci beaucoup. C'est notre devoir. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera prochainement. Pour ce soir, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. L'émission Politico est finie. Elle est en rediffusion en week-end sur Mikuba Télévision. Elle est disponible sur les réseaux sociaux de Mikuba Télévision, mais également sur l'application MyCanal. Vous pouvez la revoir quand et où vous voulez. Je vous retrouve le vendredi prochain avec un autre invité pour décrypter l'actualité de la semaine.